êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, le président américain reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. La ville 3 fois sainte a un fort pouvoir fédérateur aussi bien dans les pays arabes qu'en Iran ou en Turquie. Donald Trump a-t-il mis le feu au Proche-Orient? A-t-il enterré la solution à deux États? Londres et Bruxelles ont enfin trouvé un accord pour leur divorce, large concession du Royaume-Uni. L'Europe a-t-elle pris l'avantage? L'acte 2 du retrait britannique portera sur les futures relations commerciales. Tout le monde est prévenu, le plus dur est à venir. Avec quels enjeux? Personnalité de l'année du magazine américain Time, ces femmes qui ont brisé le silence sur le harcèlement sexuel. 2 mois après l'affaire Weinstein qui avait déclenché une onde de choc, qu'est-ce qui a évolué? Est-ce le changement sociétal le plus rapide de ces dernières décennies? Johnny Hallyday est mort et pour ses fans, c'est une page de leur propre vie qui s'est tournée. Comment expliquer l'émotion qui s'est emparée de la France? Un phénomène incompréhensible vu de l'extérieur. Le président a qualifié le chanteur de héros français, mais de quelle France? Pour commenter, décrypter et analyser l'actualité de cette semaine, voici nos kiosqueurs. Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, diplômée de relations internationales approfondies, experte de l'Union européenne et de ses politiques. Vous êtes l'auteur de plusieurs articles sur la condition des femmes. Azad Eklian, professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot, vous dirigez le Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes. Vous êtes par ailleurs une spécialiste de l'Iran. Auparavant, directrice adjointe d'un groupe au CNRS sur le Proche-Orient et les mondes musulmans. Nicolas Willems, rédacteur en chef adjoint au service Europe et international de la RTBF, après des collaborations pour Radio France et Radio-Canada. Vous suivez en particulier l'actualité aux États-Unis et en Chine. Et puis Yann Mince, essayiste, rédacteur en chef de la rubrique internationale du magazine Alternatives économiques. Vous étiez précédemment chef adjoint du service Monde au quotidien La Croix. Vous êtes l'auteur de 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman aux éditions Les Petits Matins. Merci à vous quatre d'être ici en plateau pour faire un tour de l'actualité. Vous qui êtes chez vous, si vous avez des questions, des commentaires, vous le savez, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez, soit sur notre page Facebook ou alors sur Twitter avec le hashtag #kiosque. Malgré les mises en garde de la communauté internationale, le président américain a donc décidé de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Donald Trump, on va se poser la question, a-t-il embrasé le Proche-Orient? Ni Trump, ni 1 million d'autres comme lui ne nous feront céder. C'est notre pays, notre terre, notre Jérusalem, et nous n'allons pas l'abandonner. Même nos plus jeunes enfants ont été mobilisés, et l'action américaine nous rendra seulement plus déterminés. Al-Aqsa est à nous, Jérusalem est à nous, et nous les défendrons, à cœur et à sang. Je refuse ce retour en arrière, et je refuse l'existence de l'État d'Israël. Pas seulement Jérusalem comme capitale de l'État israélien. C'est inacceptable. Jérusalem est la capitale éternelle de la Palestine et nous ne pouvons rien accepter d'autre. Nous sommes très enthousiastes. Je pense que c'est un événement fantastique qui était attendu depuis longtemps. Jérusalem est de facto notre capitale depuis de très nombreuses années et nous sommes heureux d'avoir la reconnaissance des États-Unis finalement. Je pense que Trump décide de reconnaître Jérusalem comme la capitale pour satisfaire sa base électorale à un moment très délicat de son mandat. Mais je pense que cela montre un manque de compréhension de la sensibilité de cette région et que c'est une décision dangereuse dans l'immédiat. Jérusalem, c'est la ligne rouge dans ce conflit israélo-palestinien. Quelle mouche a piqué Donald Trump ? Je crois que Donald Trump a fait ce que beaucoup de présidents américains avaient promis, simplement lui l'a fait. Moi je me souviens d'avoir rencontré un conseiller de Clinton avant qu'il soit élu, qui disait « nous reconnaîtrons ». Et successivement, plusieurs l'ont fait pendant la campagne, simplement Trump, effectivement, a sauté le pas et l'a fait. Je crois que la dernière personne qui était intervenue dans le reportage a raison, Trump a besoin de souder l'opinion américaine derrière lui, en tout cas l'opinion qui le soutient, ou qui le soutenait. Il a des difficultés au Congrès très régulièrement avec les Républicains. C'est très compliqué pour les Républicains de dire qu'ils sont en désaccord, les parlementaires, je veux dire, qu'ils sont en désaccord. Et même John McCain, qui pourtant est très critique de la politique de Trump, a dit « Je considère que Jérusalem est la capitale unifiée, mais ce n'était pas le moment pour le faire ». Donc effectivement, même la question du principe
Et d'ailleurs, ce que Trump a fait, ça n'est que reconnaître ce que le Congrès avait demandé qu'il fasse depuis 1995. Le Congrès avait voté pour ça. Les présidents avaient dit non, non, non. Et là, Trump a dit oui cette fois-ci. Mais est-ce que cette question intéresse vraiment son électorat? La base américaine, le statut de Jérusalem, le Proche-Orient, c'est loin, non, des États-Unis? Oui, mais d'un autre côté, la décision de Trump est vraiment cohérente avec son discours, avec sa base. Et il parle à son électorat ou une partie de son électorat, c'est-à-dire les chrétiens évangéliques, l'extrême droite, pour qui Jérusalem doit être la capitale d'un État juif parce que, pour des raisons religieuses, idéologiques, c'est extrêmement important. Alors c'est comme Trump qui décide, par exemple, de quitter les accords de Paris sur le climat pour faire plaisir au secteur du charbon, par exemple. En fait, c'est un Trump qui va toujours faire des décisions à très court terme, en pensant à sa base électorale et pour consolider en effet sa base dans une période délicate, mais qui ne se rend absolument pas compte du raz-de-marée et du séisme qu'il est en train de provoquer. La question qu'on se pose, c'est évidemment ça, c'est est-ce qu'il a mis le feu au Proche-Orient? On s'attendait peut-être ce week-end à des réactions encore plus vives du monde musulman et des Palestiniens. Il y a eu des échauffourées, il y a eu des heurts, mais... Il faut distinguer, à mon sens, les populations et les États. Il y aura des réactions dans la rue, certaines d'ailleurs peut-être manipulées par les États. Pour les États, c'est beaucoup plus compliqué. La préoccupation des États arabes, notamment, aujourd'hui, ça n'est pas du tout la question palestinienne. La question palestinienne est une question rhétorique depuis longtemps agitée par les États arabes qui en parlent, mais qui ne font rien, globalement. Pourquoi ils ne font rien? Parce qu'ils ont fait 3 guerres, qu'ils ont toutes les 3 perdues. Donc ils savent que le rapport de force n'est pas en leur faveur. Et leur préoccupation aujourd'hui, si vous prenez les États du Golfe, c'est évidemment l'Iran et pas du tout Israël. Bon. La Syrie n'est évidemment pas en état aujourd'hui d'aller faire une guerre à Israël. L'Irak vient de dire qu'ils en avaient fini, peut-être, avec l'État islamique. Donc ce n'est pas leur souci. Donc effectivement, pour les États arabes, c'est un embarras. Parce que pour les alliés du Golfe, par exemple, des États-Unis, ça veut dire que qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils sont obligés de désavouer Trump, alors que Trump est l'homme qu'ils espéraient, parce qu'ils étaient contre Obama, qui lui était trop proche, considéré comme trop proche de l'Iran. L'Iran, justement, vous êtes d'origine iranienne. On dit toujours que Jérusalem est un thème fédérateur dans les pays arabes, mais aussi en Turquie, mais aussi en Iran. Comment c'est perçu depuis l'Iran, sachant que, et c'est ce que soulignait Yann, il y a cette dissension entre Arabie Saoudite et Iran qui est en train de bouger, de faire bouger en fait toute la politique dans cette région. Tout à fait. Tout d'abord, il faut aller à Jérusalem pour comprendre l'importance de cette ville pour 3 religions au moins. Donc il ne s'agit pas seulement d'un conflit entre les juifs et les musulmans, mais aussi les chrétiens. Il y a le Saint-Sépulcre que j'ai eu d'ailleurs le plaisir de visiter. D'un autre côté, je pense que Trump, en fait, effectivement, sans réfléchir aux conséquences de cette décision, a défait l'alliance qui existe d'ores et déjà entre les États-Unis, l'Israël et l'Arabie Saoudite et ses alliés contre l'Iran. Aujourd'hui, je pense que pas seulement d'ailleurs en Turquie, en Iran, au Bangladesh, au Pakistan, mais aussi en Malaisie, en Indonésie et ailleurs. On a vu hier, par exemple, énormément de manifestations dans la rue et ça va continuer, bien évidemment. Et là, ça donne raison, si vous voulez, quelque part, aux dirigeants islamistes iraniens qui disaient il ne faut pas faire confiance aux Américains, que cette paix ne peut pas marcher, qu'il n'y aura pas de paix finalement. Et donc, ça créera une fois de plus des groupes de plus en plus radicaux dans la région et au final au détriment d'une solution diplomatique pacifique à ce conflit. Donc voilà. Pascal et ensuite Nicolas. Oui, j'allais dire c'est une décision comme d'habitude, unilatérale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prise en concertation avec d'autres. Donc, qu'est-ce qu'elle peut peser? Parce qu'en effet, c'est les États-Unis, mais les États-Unis ne sont qu'un acteur de la communauté internationale. Alors, c'est un acteur important, mais ce ne sont pas les seuls. Et il pourrait avoir cherché des alliés, au moins, pour dire, voilà, on n'est pas tout seul à reconnaître. Or, il se trouve que il n'y a personne d'autre aujourd'hui, parmi ses alliés traditionnels, notamment en Europe, qui lui emboîte le poids. Puisque, en effet, la position européenne est plutôt de celle des Nations Unies en disant on a un statut sur 2 États et puis on ne va pas aller au-delà pour tout de suite. Donc, il se retrouve tout seul. Et ça ne fait pas avancer les choses. Mais en gros, ça veut dire, alors, parce que je renchéris ce que vous dites, est-ce que ça veut dire que l'ambassade américaine va être déplacée à Jérusalem, admettons, dans 2 ans et
après si les États-Unis le font, qui d'autres? Est-ce que ça va changer quelque chose finalement? De quel côté de Jérusalem? Ça, c'est important. Oui, ce sera à l'ouest ou ce sera à l'est? A priori, ce sera à l'ouest, la partie israélienne. Mais est-ce que les diplomates américains vont être autorisés à aller à l'est, qui serait une reconnaissance du coup de l'annexion? Là, il y a un vrai sujet. Mais est-ce que la question que je posais aussi, c'est est-ce que si seulement les États-Unis déplacent leur ambassade, est-ce que ça a un réel impact? C'est un véritable impact au niveau symbolique. En tout cas, c'est certain que cette décision qui a été annoncée par Trump met directement, de facto, les États-Unis en dehors du jeu de toute négociation possible et imaginable. Voilà, ça ne reste plus un médiateur qui était le médiateur maître. Alors, on a une faillite de la communauté internationale avec ça, parce que les Européens sont toujours là à payer un peu les pots cassés. On a des pays arabes qui avancent, on l'a dit, en ordre dispersé. Et puis, un gouvernement israélien qui se dit satisfait de cette décision, mais qui est un gouvernement extrêmement à droite. Les prochaines élections pourraient changer la donne aussi. Et à ce moment-là, ce serait limite un embarras plus qu'autre chose. Yann, pas d'accord? Non, c'est-à-dire que je pense que c'est très important que les Américains aient fait ça. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, tout le monde pensait que les Américains pourraient peut-être un jour peser sur Israël, parce que l'Europe n'a strictement aucune influence sur Israël, rien du tout. Les seuls peut-être qui ont pu en avoir, qui en ont eu dans le passé, avec George Bush père notamment, et Clinton, c'était les Américains. Si les États-Unis renoncent, plus personne n'a d'influence sur Israël. Et par ailleurs, on se demande si c'est le premier pas vers autre chose. C'est-à-dire, là, Trump a justifié ses décisions. Je suis réaliste. En gros, de fait, Jérusalem est la capitale. Est-ce qu'il n'a pas tort? Parce qu'il y a quand même un grignotage israélien sur cette zone. Est-ce qu'il va reconnaître la ceinture de colonies qui a été faite autour de Jérusalem? Est-ce qu'au nom du réalisme, il va reconnaître les colonies comme faisant partie d'Israël? Pour l'instant, Israël n'a pas annexé, mais si demain Israël annexe les colonies Cisjordanie, est-ce que Trump, au nom du réalisme, va aller jusque-là? Là, c'est la fin. Oui, bien sûr. Enfin, qu'est-ce qui reste, je dirais, de la Palestine pour qu'on parle de la solution de deux États? C'est ça la question principale qu'il faut poser. Il faut voir que la colonisation a toujours continué et que l'autorité palestinienne n'a plus d'autorité, ni auprès de la population palestinienne, ni auprès de la rue, ce qu'on appelle la rue arabe, disons. Et il y a une forte pression, on le sait, sur Mahmoud Abbas de la part des Américains et des Saoudiens qui sont complices de cette décision de Trump, même si aujourd'hui ils disent, bon, vous êtes allé trop loin à Trump, mais ils sont complices. Et donc, de ce fait, si vous voulez, la question à se poser, c'est de savoir comment on peut créer une solution de deux États alors qu'il n'en reste plus rien, ou presque plus rien, de la Palestine. Et surtout, avec cette décision de Trump, effectivement, ça va dans le sens de ce que vous disiez au début, c'est-à-dire l'enterrement, finalement, de cette solution à deux États. Donc, le combat des Palestiniens va continuer. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier, juste ça, ce qui s'est passé au Liban ce matin, par exemple, c'est-à-dire les manifestations. Il ne faut pas oublier qu'il y a des millions de Palestiniens qui sont dans les camps au Liban, qui sont dans les camps aussi en Jordanie. Et donc, l'ensemble de ces régions et l'ensemble de ces pays, maintenant, vont être déstabilisés davantage. Donc, il faut absolument à ce moment-là que la France et l'Europe prennent aussi la responsabilité au lieu seulement de se contenter de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Il faut qu'elle soit écoutée, il faut que la France, l'Europe soient écoutées. On est loin de ça pour l'instant. On est loin de ça parce qu'on a toujours laissé les États-Unis faire. Aujourd'hui, on constate que les États-Unis ne peuvent plus jouer le rôle d'intermédiaire, comme vous l'avez bien dit, et donc il faut trouver d'autres solutions. Yann. Trump a pris un risque en plus pour ses propres concitoyens. Jusqu'à maintenant, les mouvements djihadistes comme Al-Qaïda ou l'État islamique se sont complètement désintéressés de la cause palestinienne. Ils la brandissent, mais ils ne font rien contre Israël. Ils savent que le rapport de force n'est pas favorable et qu'Israël prendrait des méthodes extrêmement virulentes et violentes contre eux. En revanche, si demain il y a un attentat contre les États-Unis, contre des ressortissants américains par des mouvements comme Al-Qaïda ou l'État islamique, ce sera en partie de la responsabilité de Trump dans cette histoire, parce qu'il leur aura tendu la perche pour le faire, hélas. Alors, il y a cette information qui est passée relativement inaperçue, qui a été relevée par le New York Times en début de semaine. Le mois dernier, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, aurait rencontré le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il lui aurait fait une proposition totalement ébouriffante quand on connaît la région. Il lui aurait proposé de renoncer, de faire de Jérusalem-Est la capitale du futur État palestinien au profit d'Aboudis. C'est une petite localité située au sud-est de la ville sainte. Est-ce que c'est Riyad qui est à la manœuvre? Oui. Il me semble que oui, justement, c'est ce que je disais, qu'il y a aussi... mais aussi clairement, c'est-à-dire clairement, et Mahmoud Abbas a essayé de proposer d'autres solutions, c'est-à-dire renoncer voire même de financer directement Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas en personne, au profit de cette solution-là, Mahmoud Abbas, bien évidemment, n'a pas accepté. Maintenant, comme vous le savez peut-être, on parle de Dahlan, peut-être, comme solution de rechange, mais tout ça... Qui pourrait remplacer Mahmoud Abbas pour accepter, si vous voulez, cette solution-là, mais les Palestiniens
Palestiniens n'accepteront jamais cette solution. Et donc, encore une fois, les luttes des Palestiniens continuent, mais cette fois-ci, ça va encore une fois déstabiliser davantage la Jordanie. Regardez la réaction des Jordaniens qui sont pourtant l'allié des États-Unis, qui ont dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et visiblement, c'est seulement l'Arabie Saoudite qui participe, si vous voulez, grosso modo, à cette décision, et pas les autres États. C'est très révélateur de la politique de Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, qui veut remodeler le Proche-Orient à sa façon et avec de l'argent. Mais à chaque fois, il se trompe, à chaque fois, il se trompe. C'est scandaleux. On est bien d'accord. Regardez le Qatar, regardez le Yémen, regardez le Liban, et finalement, encore une fois, excusez-moi de vous interrompre, mais à chaque fois, il se trompe, et à chaque fois, si vous voulez, ça finit au profit, enfin, le résultat est le profit de l'Iran, voilà, dans la région, et du pouvoir iranien dans la région. Juste ce que je voulais souligner, c'est qu'il le fait, mais ce ne sont jamais les Saoudiens qui en payent le prix. Parce que, par exemple, au Yémen, ce ne sont pas des soldats saoudiens qui se battent au sol, ce sont des Soudanais, ce sont des Émiratis, etc. Et les pilotes saoudiens sont en l'air. Donc, effectivement, Mohamed Ben Salman, il veut tout régler avec de l'argent, de la force, mais aucun risque pour ses propres concitoyens. Non, attendez, il y a quand même un gros risque, comme vous le savez, en Arabie Saoudite. Il y a effectivement une partie de la jeunesse qui est très pour Salman, mais aussi un pouvoir qui sera largement affaibli par cette décision au sujet de Jérusalem. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de tensions au sein même de la société saoudienne par rapport à l'histoire, au pouvoir de ce prince. Pour revenir à la question israélo-palestinienne et à cette hypothèse d'une solution à deux États, est-ce qu'aujourd'hui, il faut déjà commencer à réfléchir à la solution d'un État binational avec des droits pour les deux parties? Qui le négocie? Sur quelle base? Est-ce qu'on en est là déjà? Est-ce qu'on a enterré la solution à deux États? Si pas dans les mots, en tout cas dans les faits. En tout cas, dans les faits, c'est vrai que les deux États, mais on en est loin depuis un certain temps. Souvenez-vous qu'en 2010, Obama avait fait son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies en parlant de la création d'un État palestinien. On a bien vu ce qui est arrivé après. Donc cette solution à deux États est de plus en plus lointaine et on est de facto vers un État binational et on se rend compte de ci, de là qu'on a déjà des pistes qui arrivent. On se retrouve avec cette idée d'État binational et d'un territoire palestinien en peau de léopard, mais de facto. Et en effet, comme vous l'avez souligné, Trump, dans son discours, a pris soin de ne pas parler des contours de Jérusalem, de ne pas parler des frontières, parce que tout ça reste encore très très flou, mais en laissant tout de même une certaine porte ouverte à son allié israélien. Azadeh et Yann, ensuite pour conclure sur cette question. Il y a la solution de deux États, comme on l'a dit, n'existera plus pratiquement. Après, pour la solution d'un seul État, il faut aussi réfléchir au sort des réfugiés palestiniens. Et donc, dans le plan de Trump, il n'y a rien sur les réfugiés palestiniens. C'est-à-dire que les réfugiés palestiniens restent là où ils sont. Et donc cette solution d'un seul État ne convient pas non plus aux Palestiniens. Yann, pour conclure. La solution d'un seul État ne peut pas convenir non plus aux Israéliens. Exactement. Ça veut dire de donner la nationalité israélienne aux Palestiniens. Démographiquement, c'est un suicide pour les Israéliens. C'est absurde. Je comprends la logique théorique, abstraite de cette idée, mais concrètement, je ne vois absolument pas. Mais ça veut dire quoi? Et vraiment pour conclure, oui, non, on est condamné à la guerre dans cette région? On est condamné à un conflit de basse intensité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'affrontement grave, effectivement, c'est quelques morts de temps en temps. S'il y a une opération comme celle contre Gaza, il y a beaucoup de morts à un moment, ça s'arrête et c'est reparti pour un conflit de basse intensité. Pour le moment, il ne faut pas oublier que M. Netanyahou en Israël a énormément de problèmes, y compris liés à la corruption, etc., que peut-être dans un an ou deux, il ne sera plus Premier ministre, et M. Trump non plus aux États-Unis. Et donc ça peut changer la donne. Donc je pense que là, on va avoir un conflit pendant 1 ou 2 ans avant la réélection, enfin l'élection aux États-Unis et aussi en Israël. On va voir ce que mais dans les deux cas, depuis des années, quand même, des camps des positions qui se durcissent des deux côtés. C'est une victoire pour Netanyahou dans la perspective des élections. Il a obtenu quelque chose de Trump. C'est plutôt bon pour lui dans l'opinion publique israélienne, hélas. Et Donald Trump qui commence tranquillement, moins d'1 an après son arrivée au pouvoir, à laisser une trace quand même. Malheureusement, plusieurs traces. Voilà, mais là, ça commence à devenir concret. Je vous propose qu'on continue dans l'émission, qu'on avance un petit peu, puisque bonne nouvelle cette semaine en Europe, fumée blanche à Bruxelles. Après de longs mois de discussions, il faut bien le dire, tendues, la première phase des négociations sur le Brexit a accouché d'un accord, sur les modalités du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. 6 mois de négociations tendues et un accord arraché en plein milieu de la nuit. Theresa May arrive à l'aube pour tenir une conférence de presse avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Nous avons pu
faire les progrès suffisants pour que désormais nous puissions entrer en deuxième phase. L'accord règle les 3 principales clauses de divorce. D'abord, le montant de la facture. Le Royaume-Uni cède et accepte de payer tout ce sur quoi il s'est engagé, même une fois sorti de l'Union. Pas de montant officiel, mais entre 40 et 45 milliards d'euros, selon le gouvernement britannique. Ensuite, le statut des expatriés. Les 3 millions d'Européens vivant aujourd'hui au Royaume-Uni conserveront leurs droits actuels de sécurité sociale ou de retraite acquis outre-Manche et réciproquement. Enfin, le point qui bloquait depuis lundi, l'avenir de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Pas de détails aujourd'hui pour ne fâcher personne. Tout reste à négocier, mais Theresa May promet. En Irlande du Nord, nous allons garantir qu'il n'y aura pas de frontières physiques. Cet accord était essentiel, mais le plus dur reste à venir. Négocier la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union des 27 après le divorce, en matière de commerce, d'environnement ou de sécurité. Ce sont des milliers de textes à détricoter et réécrire avec une date butoir, octobre 2018. Alors, large concession du Royaume-Uni et de Theresa May, qui incarne ces négociations côté Royaume-Uni. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe a clairement pris l'avantage, en tout cas sur cette première partie des négociations ? En tout cas, l'agenda que Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, avait indiqué et que les Britanniques avaient accepté sur les 3 points dont on a parlé, c'est-à-dire le statut des expatriés, le montant de la facture, puisqu'ils s'en vont avant la fin du budget pluriannuel, et la question irlandaise, ces 3 points ont en effet obtenu vendredi matin, ou tard dans la nuit, ou tôt le matin, un débouché que les Anglais ont bien voulu accepter après 6 mois, 8 mois de négociations. Mais qui n'était pas du tout ce que voulait au départ. Non, au départ, Mme May voulait partir en claquant la porte en disant vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord. Elle s'est rendue compte que pas d'accord suffisait, rentrait dans une zone un peu grise, le côté obscur de la force, pour reprendre un titre de film qui va sortir bientôt, parce qu'en effet, on ne sait pas où on va. Et donc, elle avait besoin quand même de garanties. Le Royaume-Uni, s'il claquait la porte, se retrouvait le 29 mars 2019 à minuit dans un trou noir. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus un avion qui décollait, puisque le ciel unique européen n'était plus là. Il y avait plein d'interrogations. Donc, ils ont quand même besoin d'avoir des relations avec les autres parties du monde et avec l'Europe, dont ils seront toujours géographiquement membres. Donc, c'est en effet, enfin, un peu de raison ramenée dans un discours qui est théodologique depuis le 23 juin 2016. Comment c'est perçu justement par ces Britanniques qui ont voté pour le Brexit ? Alors, c'est pas ce qu'on leur avait promis quand même. Les Britanniques, la presse britannique, si j'en crois les titres, puisque je ne vis pas à Londres, donc je ne peux pas vous dire ce que pense l'homme de la rue, mais en tout cas, la presse britannique estime en effet qu'elle s'est un peu couchée et qu'elle a dû avaler son chapeau, son parapluie, et qu'elle a été à Canossa. C'est vrai qu'on avait l'impression que les Anglais faisaient un pas en avant, oui, on va faire ça, puis 2 pas en arrière. Et donc là, en effet, un principe de réalisme est arrivé, parce qu'il faut se rendre compte que le 29 mars 2017, Mme May a enclenché l'article 50, qui est donc la clause de retrait, et que cette clause de retrait dans les traités implique que ça doit négocier en 2 ans. C'est-à-dire que le 29 mars 2019 à minuit, ils ne sont plus un État membre. Mais s'ils deviennent un État tiers sans rien, c'est en effet ce que je disais, le trou noir. Donc, il fallait bien qu'on arrive à cet accord, et cet accord ne pouvait être fait que s'il y avait des progrès suffisants, c'est la terminologie qui existe dans l'article 50. Or, en mois d'octobre, puisqu'on pense bien que c'est le Conseil européen qui donne son accord sur ces négociations, au mois d'octobre, le compte n'y était pas. Et le prochain Conseil, c'est vendredi prochain, donc il fallait bien qu'on ait un accord, parce qu'il faut que cet accord, comme on l'a répété 3 fois, soit finalisé. Cet accord de retrait, parce qu'on viendra après aux relations futures, cet accord de retrait doit être finalisé avant octobre 2018, parce qu'il faut qu'il soit avalisé par le Parlement britannique et avalisé par le Parlement européen avant le mois de mars 2019. Donc c'est pas fait encore, ça non plus. On est bien d'accord. Donc il y avait cet effet de Damoclès. Ils avaient enclenché un compte à rebours, et le compte à rebours, il est déjà pratiquement 1 an enclenché. Donc, alors on a vu que ça a été long, ça a été plus long que prévu, que le plus dur reste à faire. On va y venir, mais avant ça, c'est un texte qui comporte quand même un certain nombre d'ambiguïtés. Vous me dites si je me trompe, il y a quand même un certain nombre d'ambiguïtés. Est-ce que ça pourrait déboucher sur une espèce de statu quo dans les relations entre Londres et Bruxelles ?
Il y a un sujet qui est compliqué, on parle dans le reportage, c'est le sujet sur la frontière en Irlande du Nord, effectivement. Madame May s'est compliqué la vie elle-même parce qu'elle a dissous la Chambre des communes au printemps dernier et qu'au lieu d'avoir une majorité ferme de son propre parti, elle a été obligée de faire un gouvernement de coalition avec les unionistes, donc un parti nord-irlandais qui, lui, alors, est très ferme sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de différence de statut entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Alors, cette histoire de frontière, on ne sait pas du tout ce que ça va donner parce que ça ne peut pas être... Alors, les Irlandais... C'est une des ambiguïtés, justement. Tout ça est encore pas si clairement défini. ambigu. À l'heure où on se parle, tout est ambigu. Il y a un principe qui est accordé que les Britanniques sont d'accord pour un certain nombre de choses pour lequel ils n'étaient pas d'accord il y a encore 15 jours. Et sur les 3 points, parce que sur les 3 points, vous avez l'expatrié, le statut des ressortissants. Donc ils se sont accordés pour dire il n'y aura pas de changement. Mais ça veut dire qu'ils acceptent que les ressortissants européens restent relevant de la Cour européenne de justice dont ils ne veulent pas entendre parler. Sur la facture, ils n'ont pas mis de montant. Ils disent oui, on est d'accord sur le principe de payer, etc. Mais... on n'a pas mis une somme exactement encore. Mais on se rapproche de 50 milliards. Est-ce que justement, ça ne nous conduit pas à une situation, parce qu'il y a tellement d'ambiguïté, de choses qui ne sont pas encore réglées, est-ce qu'on peut imaginer que oui, un Brexit de façade, mais qui mène à un genre de statu quo, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a pu lire ces derniers jours depuis que l'accord est tombé. Un genre de statu quo, peut-être, un faux Brexit? Non, moi, je pense que c'est surtout qu'on n'est pas sorti de l'auberge. On a mis beaucoup de temps pour arriver à un accord à minima. C'est vraiment ça, c'est un accord à minima pour que tout le monde puisse sauver la face, les Européens et Theresa May. Mais une Theresa May qui ne sauve la face que finalement, surtout du côté européen. Et vous parliez des réactions. Nigel Farage, qui était donc le chef de file des eurosceptiques, a quand même parlé d'humiliation. Il dit on ira vers une autre humiliation. Et ce qui est assez amusant encore aujourd'hui dans les émissions politiques dominicales du Royaume-Uni, tous les responsables politiques du gouvernement tentaient de vendre à l'opinion publique cet accord. Maintenant, c'est certain qu'un statu quo, on n'y arrivera pas. Mais on va arriver dans une situation qui sera extrêmement lente, avec une deadline tout de même, qui est cette date du 29 mars 2019, qui est extrêmement importante. Donc je ne sais surtout pas, certainement pas, comment ils vont y arriver. C'est ça la vraie question. C'est la fin de l'acte 1, ça c'est ce qu'on disait. C'est la fin de l'acte 1. L'acte 2 va commencer. Le défi le plus difficile est devant nous, c'est ce que disait Donald Tusk, le président du Conseil, cette semaine. L'acte 2, c'est donc de ce retrait britannique, c'est donc définir les futures relations commerciales. En quoi ça va consister, Pascal, et pourquoi ça va être encore plus difficile? On avait déjà l'impression que ce n'était pas très facile jusqu'ici. Alors oui, sur 3 points qui étaient relativement simples, en tout cas qui coulaient de source, on a mis 9 mois à l'attente d'une gestation à arriver à un accord, qui est encore très précaire une fois. Mais on en avait besoin, les Anglais surtout. Je crois que c'est les Anglais qui en avaient le plus besoin, parce que nous, les Européens, on avait mis ça sur la table il y a très longtemps et on était droit dans le botte. Les Britanniques se sont aperçus que finalement, ils n'ont pas réussi à mettre une différence entre les 27 autres États membres. Ils pensaient que peut-être il allait y avoir des divisions, des dissensions. Les Polonais, les Hongrois, qui crient toujours un peu au loup en disant l'Europe, oh là là, finalement sont restés dans le giron et n'ont pas fait. Et donc il y a une unité 27 qu'ils ne pensaient pas avoir. Donc ils se retrouvent vraiment tout seuls. En plus, les Américains, c'est America First, donc ils ne sont pas plus près des Européens que des Britanniques. Hein. Ils ont plus ce partenariat avec les Anglais avec les Américains qu'ils ont pu avoir. Donc elle s'est vraiment retrouvée toute seule, affaiblie politiquement, comme vous l'avez dit, et affaiblie à l'intérieur du Parti conservateur, puisque on sait que ce référendum de juin 2016, c'était déjà son prédécesseur qui l'avait initié pour essayer de ressouder un peu la famille qui était tentée par le parti de Nigel Farage à l'époque, et on voit toujours ces dissensions à l'intérieur du Parti conservateur. Mais donc en quoi ça va être encore plus difficile? Alors ça va être difficile parce qu'il faut qu'on détricote tout ce qu'on a construit en 45 ans de vie commune, ou 46, puisqu'on arrivera en 2019, pour reconstruire de nouvelles règles pour le futur. Alors, ça ne va pas s'arrêter le 29 mars 2019. Ce qui doit être négocié le 29 mars 2019, c'est l'acte 1. L'acte 2, Madame May a déjà dit, ce que nous avions dit, nous, à la Fondation depuis très longtemps, qu'il va y avoir un délai supplémentaire, ce qu'on appelle une période de transition, qui est au minimum de 2 ans, peut-être 3. Ou alors là, les Anglais vont rester, quand bien même ils seraient État tiers, relevant de toutes les règles de l'Union européenne, c'est-à-dire le marché intérieur, l'Union douanière et la Cour de justice européenne, sans être en effet partie prenante des négociations. Et là, ça va être pour eux quand même un peu difficile, parce qu'ils vont être toujours à l'intérieur,
en étant plus le droit d'être partie prenante. Et il faudra négocier la suite, c'est-à-dire quelles seront les relations une fois qu'ils seront vraiment complètement sortis. Donc la question, c'est de savoir s'ils deviennent, si l'Union européenne conclut avec eux un accord de libre-échange. Et donc on est en train de parler des modèles possibles. Le modèle Alors possible, justement, on évoque modèle... la voie suisse, la voie norvégienne. Voilà. La voie norvégienne, ça me paraît la voie norvégienne, c'est la plus improbable. Enfin, je ne vois pas comment Mme May peut vendre ça aux Britanniques. Ça consiste à avoir les règles de l'Union européenne pour l'essentiel, en contribuant au budget de l'Union européenne, mais sans avoir de droit de vote. Je ne vois pas très bien comment Mme May peut vendre ça. Donc on est plutôt sur un accord de libre-échange canadien amélioré. Le problème, c'est que l'accord de l'échange canadien, c'est sur essentiellement les marchandises. Or, l'économie britannique, c'est beaucoup une économie de services. Donc là, ils ont un gros problème. Et le fantasme d'une partie des Brexiteurs qui était on va laisser tomber les relations économiques avec l'Union européenne, on va se tourner vers le vaste monde, on va devenir Singapour, je sais pas, ça ne marche pas. 50% des échanges économiques du Royaume-Uni sont avec l'Union européenne. Donc il faut bien trouver une façon. Et si c'est pour qu'ils payent des droits de douane en béton, ça ne va pas les arranger. Pour terminer, dernière question là-dessus. Et ce Brexit, vous l'expliquez, les États font bloc, etc. Est-ce qu'en parallèle du Brexit, l'Europe en profite pour se repenser ? Alors oui, il y a une vraie volonté des 27 d'avancer. On l'a vu sur les questions de défense récemment, et ça sera acté encore au Conseil européen sur ce qu'on appelle la coopération structurée permanente. À 23, peut-être même à 24, puisque les Irlandais ont accepté le principe, c'est un État neutre, accepté le principe il y a 2 jours au Parlement. Le modèle britannique de négociation, les Britanniques veulent quelque chose pour eux. Ni le modèle norvégien, ni le modèle suisse ne leur convient, ni le modèle turc. Alors, on va voir ce qu'ils veulent. Quand on est un État tiers, quand on négocie, c'est ce qu'on appelle un accord de libre-échange. Vous avez raison. Le dernier en date, c'est celui du Canada, donc on va partir sur celui-ci, avec peut-être, en effet, comme c'est une spécificité, c'est un ancien État membre, qui voudra peut-être rester associé dans certaines politiques concernant le terrorisme ou la recherche, etc. On leur fera un strapontin spécifique, mais pour eux, ça va être de toutes les façons une période très difficile, parce qu'en plus, économiquement, le Brexit commence à faire ses effets. Les responsables économiques se disent mais attention, danger, etc. Donc ils sont très contents parce qu'en effet, si en effet l'économie britannique cherche à venir sur le marché unique, c'est-à-dire rapatrier des compétences de Londres à Paris, Francfort ou Milan, là l'économie britannique va encore plus et perdre. Donc un processus qui va être long, qui va être douloureux, et la prochaine phase des négociations qui va avoir financièrement, pécuniairement en tout cas en Grande-Bretagne, des conséquences. Et qui va démarrer en février, cette deuxième phase des négociations. Je vous propose qu'on avance encore. Depuis 1927, vous le savez, Time Magazine désigne la personnalité de l'année. Alors, ça n'est pas Theresa May. L'hebdomadaire américain consacre pour le meilleur ou pour le pire, ça dépend des années. Souvent des politiciens ou un mouvement collectif. Time distingue cette année celles qui ont brisé le silence contre le harcèlement sexuel. Elles ont déclenché une véritable révolution, un ras-le-bol collectif qui gagne en force au quotidien. Tous les jours, depuis le mois d'octobre, des géants tombent, des icônes s'écroulent et des politiciens aussi. Voilà comment le Time Magazine explique sa une, un hommage au courage de ceux et celles qui ont brisé le silence, dit le rédacteur en chef du prestigieux magazine. This is really just the beginning and the fastest moving social change we've seen in decades. And it began with individual acts of courage by hundreds of women and some men too. De la mégastar comme Ashley Judd qui a dévoilé les vices d'Harvey Weinstein au New York Times, but I sure did talk about it a lot over the years. À la femme de ménage qui endure depuis des années en silence les gestes grossiers de ses clients. I felt that if I can speak out, maybe if I just stand up, then someone else will stand up with me. En passant par celle qui préfère taire son nom et son histoire par crainte de représailles. Le magazine Time illustre comment le mot-clic MeToo est passé à l'histoire. C'est une réplique à l'arrogance, à l'abus de pouvoir et à l'intimidation, dit Tarana Burke. C'est elle qui a créé le mot-clic il y a des années. It took away the power from the predator. Le mouvement aura permis aux victimes de se réapproprier le pouvoir, ajoute la comédienne Alicia Milano. C'est grâce à son compte Twitter que le mot-clic a fait le tour du monde cet automne, en 24 heures seulement. Les victimes n'ont pas dit leur dernier mot. Leur influence est indéniable et ne montre aucun signe d'essoufflement. Alors on vient d'entendre le rédacteur en chef de Time. Lui nous dit que c'est le changement sociétal le plus rapide auquel nous assistons depuis des décennies. Vous êtes d'accord avec ça, Azadeh ?
Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un pas très positif, ces dénonciations des abus de pouvoir. Mais en fait, je pense que la raison principale du harcèlement sexuel et de la violence faite aux femmes en particulier réside dans le pouvoir, dans le fait que le pouvoir est encore aujourd'hui très au profit des hommes de façon générale et au détriment des femmes. Et tant que ces rapports de pouvoir ne changent pas vers l'égalité entre les hommes et les femmes, on ne peut pas s'attendre à ce que les hommes décident comme ça de stopper, de harceler les femmes, de les violer ou de les violenter. Donc c'est une logique, si vous voulez, qui est toujours là. Maintenant, la chose positive, c'est que dans un certain nombre de gouvernements, on le voit, on va vers des lois qui sont davantage répressives par rapport à ces abus-là, à ce harcèlement. Mais ce que je constate, c'est que normalement, si vous regardez qui sont ces femmes qui ont dénoncé le harcèlement sexuel, ce sont des stars de Hollywood, ce sont des femmes qui aujourd'hui sont dans une position de pouvoir elles-mêmes et que c'est seulement maintenant qu'elles osent dénoncer. Or, la majorité écrasante des femmes n'ont pas encore osé. Pourquoi? Par peur de perdre leur emploi. Toutes les femmes ne sont pas des stars et on sait que ces pratiques existent parfois, enfin, ma foi, partout dans le monde. Et donc, on est vraiment très, c'est pas un mouvement loin mondial, ce qui se passe là. C'est pas un mouvement mondial, mais si vous voulez, on attend voir ce que ça donne déjà aux États-Unis, en Europe, si vous voulez, dans les pays plus avancés en ce qui concerne les droits des femmes. Nicolas, vous étiez ici à Kiosque il y a 2 mois, quand l'affaire Weinstein a éclaté, on en avait parlé. Est-ce que quand même en 2 mois, vous avez vu une évolution ? Il y a une évolution qui est certaine, mais comme on l'a dit, ça concerne naturellement l'Europe, les États-Unis. Mais l'évolution est importante parce qu'on sent que les témoignages arrivent, affluent, qu'un certain nombre de lignes ont bougé, mais que cette une du Time, je pense, le montre assez bien. Il y a un changement de société qui s'opère, il y a un mouvement qui est en marche et qui est loin d'être terminé. Est-ce que vous pensez que, du coup, on parle de harcèlement? Est-ce que c'est devenu un thème de discussion, par exemple? Est-ce qu'on parle plus facilement, comme femme, de ce qui a pu nous arriver? Et est-ce que ça, c'est un pas en avant? Je crois que ça a libéré la parole, oui. C'est, pour prendre quelque chose qui a fait... il y a quelques années, Flores, c'est n'ayons plus peur de parler de ces choses-là. Parce qu'en effet, on avait l'impression qu'il y avait un peu une omerta, il ne fallait pas en parler, que souvent les femmes n'osaient pas ou avaient peur qu'on les juge, etc. Je dois dire que là, on voit beaucoup des réactions dans le monde anglo-saxon et les gens qui sont tombés sont plutôt des Américains ou des Britanniques d'ailleurs. Mais l'Europe est très précurseur sur cette affaire parce que la violence faite aux femmes, la première violence, elle n'est pas dans l'entreprise, elle est d'abord dans son couple ou dans sa famille. Et la violence faite aux femmes, il y a des programmes européens qui existent depuis plusieurs années où en effet des femmes qui sont battues ou des femmes qui sont violées, etc., peuvent en effet avoir un certain nombre d'aides et de soutien, y compris maintenant de la part des forces de police, pour faire mettre en effet à l'ex-conjoint ou l'ex-père ou tout ce que vous voulez. Et donc, mais ça n'est pas suffisant. Mais cette parole se libère et fait que la prise de conscience devient un peu plus internationale, où on dit on ne peut plus tolérer ça. Et je suis d'accord, en effet, il faut qu'il y ait plus de femmes qui accèdent à des postes de pouvoir pour qu'en effet ça cesse vraiment. Mais c'est bien que ça se fasse. Bien sûr que c'est bien, mais en même temps, ce que je veux dire, c'est qu'il faut lier la question de harcèlement sexuel à la question de la violence faite aux femmes, à la question des inégalités hommes-femmes, la disparité salariale, il y en a. Hein. Et donc, c'est seulement à ce moment-là, quand on verra tous ces problèmes-là ensemble, qu'on pourra parvenir à trouver des solutions pour que cesse le harcèlement sexuel, la violence, etc. On n'en est pas encore là, parce que la façon dont ces questions sont discutées aujourd'hui, c'est que tout à coup, tout le monde maintenant parle de harcèlement sexuel, comme si on découvre que le harcèlement sexuel existe. Et je dois dire que l'Europe n'est pas tellement non plus pionnier dans la mesure où, je vous dis, la première conférence sur le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur en France, c'est moi qui l'ai organisée à mon centre, le CEDREF, en octobre 2013. Et on a invité des gens du ministère très tardivement, et c'est là que effectivement, avec des associations qui elles existent et qui avaient été invitées, eh bien à partir de là, les étudiants ont commencé aussi à parler que par exemple, pourquoi une thésarde, quelqu'un qui fait un doctorat avec son prof a peur d'aller dénoncer son prof. Pourquoi? Parce que elle risque de ne pas soutenir sa thèse de doctorat, etc. Donc là encore, le rapport de pouvoir, on le constate, et les affaires sont encore aujourd'hui
enfin, il y a des étudiants à qui on demande de ne rien dire et de ne rien faire par peur de porter en fait atteinte au prestige de telle et telle université. Donc les femmes parlent quand même un peu plus, mais est-ce que les hommes un peu plus, mais est-ce que les hommes entendent ces mots et est-ce qu'ils prennent leurs responsabilités? Moi, ce que je trouve frappant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de ces prédateurs, pour reprendre un terme qui a été employé dans le reportage tout à l'heure, n'avaient absolument pas l'impression qu'ils faisaient quelque chose d'extravagant ou d'anormal. C'était comme si c'était un genre d'attribut du pouvoir, comme si ça allait avec, c'était quelque chose qu'on pouvait se permettre, une marge de manœuvre. C'est ça qui est frappant. Et je me souviens de la réaction de Jean-François Kahn au moment de l'affaire Strauss-Kahn, où il avait parlé de troussage de domestiques, en disant que c'était juste un troussage. Alors, ensuite, il s'est excusé, etc. Mais c'est quand même révélateur de ce que ça veut dire. Jacques Lang qui a dit il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Donc, il y a une espèce de sensation que tout ça fait partie du pouvoir normal, ça fait partie des choses qu'on a avec le pouvoir. dénoncent les femmes aussi, c'est une ambiance. Aussi petit soit le pouvoir. Moi, je trouve que justement, on voit peu à peu les hommes prendre conscience de ces différences. Dans les cercles féminins, avant il y avait que des femmes, maintenant il y a de plus en plus d'hommes qui participent aux réflexions pour justement essayer de trouver une solution, parce que ce ne sera pas les femmes contre les hommes, c'est les femmes avec les hommes. Et donc c'est bien qu'en effet il y a une prise de conscience des hommes. Qu'est-ce qu'on doit changer pour qu'en effet les choses changent? Parce que si c'est que les femmes qui revendiquent, ça fera un énième combat féministe, il faut que ce soit un combat égalitaire. Mais ce qui a été souligné en effet à l'instant, c'est que c'est un problème global, c'est le problème des inégalités au niveau du pouvoir, au niveau des salaires. C'est tout de même assez impressionnant qu'en Europe ou en France, il y a encore des inégalités salariales. C'est tout de même inimaginable et c'est encore cautionné par le politique. Donc il y a un vrai travail de fond à opérer dès le plus jeune âge, dès l'école, dès la politique du genre, c'est-à-dire que quand on voit maintenant c'est Noël, on voit les catalogues pour enfants, c'est un exemple bête, mais malgré tout, ce sera toujours le petit garçon qui sera le bricoleur et la petite fille qui ira à la cuisine. Je pense que ça commence dès l'éducation, dès le plus jeune âge. Il y a un vrai travail, mais qui mettra un certain nombre d'années à se mettre en place. Pour conclure, Azadeh, est-ce qu'il faut plus largement repenser le masculin, le féminin, la place de l'un, de l'autre? Est-ce que ça peut se faire en une génération, deux générations? Je dirais que le système existant, qu'il s'agisse du système politique, système économique et autres, et ce qu'on apprend effectivement aux enfants, sont très orientés vers le masculin supérieur, le féminin inférieur. Cette pensée dichotomie qui prend d'ailleurs sa source dans la modernité occidentale, je le souligne. Et donc c'est vraiment, il faut que les philosophes aussi participent à cette réflexion-là. C'est pas seulement les politiques, c'est pas seulement les militants des droits des femmes et féministes, c'est aussi des philosophes, c'est-à-dire pourquoi on en est arrivé là, si vous voulez, et d'une part, et d'autre part, effectivement, apprendre une haute socialisation aux enfants. Là, on a bien vu que l'école n'a pas accepté, par exemple, tout ce que le gouvernement précédent avait proposé en termes de genre, en termes d'éducation, en termes d'études genre, etc. Et on a encore beaucoup de difficultés en France en ce qui concerne, par exemple, la multiplication des formations en études genre. Tout ça, c'est la formation aussi des jeunes qui peut effectivement participer. Pourtant, il y a plus de femmes diplômées. Il y a plus de femmes diplômées. Mais dans quoi? Ils sont diplômés dans quoi? Dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Non, la disparité salariale. Écoutez, la majorité des travailleurs pauvres en France sont des travailleuses pauvres. La majorité, regardez, la disparité salariale en France est encore aujourd'hui de 17%, voire 20%. Comme au niveau européen. Qu'il y a très peu de femmes, on l'a dit. Quand on monte dans la hiérarchie, y compris à l'université, il y a très peu de femmes professeurs, il y a très peu de femmes qui détiennent le pouvoir réellement. Parce qu'il y a plus, mais il y a plus, enfin, je suis désolée, mais il y a peut-être des travailleurs pauvres, mais il y a plus de femmes diplômées dans l'Union européenne que d'hommes. Simplement, après, c'est là où les choses se gâtent. Qu'est-ce qu'elles font avec ça? Et on sait que oui, et qu'est-ce qu'elles font avec ça? Je vais vous dire, parce qu'au bout de l'arrivée de deuxième enfant, ces mêmes femmes hyper diplômées sont obligées de se mettre à mi-temps, voire à temps partiel, pour garder leurs enfants, etc. Et donc, les disparités continuent, les inégalités continuent. Le masculin reste toujours supérieur au féminin. D'ailleurs, la langue française aussi participe à cette supériorité. Et on en a parlé à Kiosque il n'y a pas si longtemps. Donc, on comprend que c'est un travail de longue haleine. Peut-être que là, il y a une avancée qui a été faite. Je précise pour terminer que les briseuses de silence, donc personnalité de l'année pour Time, le président américain Donald Trump arrive deuxième, son homologue chinois Xi Jinping arrive troisième. Il était même vexé que ce ne soit pas lui cette année. Oui, alors bon, ça c'était même en amont, ça pourrait être encore un autre sujet
les vexations de Donald Trump. Mais je vous propose qu'on avance encore, puisqu'il fallait être français, belge, éventuellement suisse, pour comprendre ce qui s'est passé mercredi cette semaine en France. Johnny Hallyday est mort, et pour de nombreux fans, c'est un peu une partie de leur vie qui s'est terminée avec lui. Un hommage populaire, c'est la définition officielle, lui a été rendue hier samedi. Parole de fans. Johnny, c'est ma vie, Johnny. J'adore Johnny. Écoute, mon cœur qui bat, c'est Johnny, ça. Il a commencé à chanter l'année où je suis né. C'est toute ma vie, donc je suis là pour lui rendre hommage. Peut-être 5 générations, tout milieu social. C'est rien que d'en parler, ça y est, je commence à fondre en larmes. Il a fait tellement pour nos parents, pour plein de générations, il a fait tellement de choses. Il nous a accompagnés dans l'amour, dans la tristesse, dans la détresse, dans les maladies. J'ai plus de 50 concerts à mon palmarès, fallait que j'aille jusqu'au bout. Bon, là, malheureusement, c'est pas un concert. Bon, je fais de la moto, j'ai une Harley. Il y a aussi cette espèce comment dire, comme un copain, même si on ne se connaissait pas vraiment, mais je pense qu'on aurait pu être copains. Oui. Bon, grosse émotion en France, grosse émotion en Belgique aussi, Nicolas. Oui, parce qu'il y a un lien entre Johnny Hallyday et la Belgique. Son père était belge. Alors, au moment de l'annonce de son décès, il y a eu dans les stations de métro à Bruxelles des diffusions de ses tubes. La Grand Place s'est déroulé un hommage populaire. Hier, lors de cette cérémonie populaire, toutes les chaînes de télévision, dont la RTBF, ont mobilisé pour des opérations spéciales. Ce qui est assez amusant, c'est le rapport entre Johnny Hallyday et la Belgique. Donc, il a un nombre de fans extrêmement important. Quand il a fait son dernier concert il y a quelques mois, il a été escorté par des bikers belges jusque voilà, à sa salle de spectacle. À côté de ça, c'est un rapport ambigu parce que l'histoire avec son père est compliquée. Et puis, il y a ce qui s'est produit en 2006 où il avait demandé d'être naturalisé belge pour des raisons fiscales. Finalement, il avait retiré cette demande. Donc voilà, c'est un rapport assez ambigu. Alors, il est très connu en France, très connu en Belgique, très connu en Suisse, un peu dans le monde francophone, inconnu ailleurs. Johnny Hallyday est la plus grande vedette du rock'n'roll dont vous n'avez jamais entendu parler, écrivait cette semaine la BBC. En dehors de ce milieu-là, il a un peu l'image d'un Elvis français un peu ringard. Est-ce que les médias en ont trop fait en France, en Belgique, ou est-ce que on peut comprendre et comment ça s'explique, comment on explique cet engouement pour quelqu'un qui n'est absolument pas connu en dehors des frontières? D'abord, je pense que c'est quelqu'un qui chantait depuis très longtemps. Donc ça veut dire qu'il y a plein de générations, c'était dans le reportage, il y a plein de générations pour qui ça a été celui qui a accompagné leurs 15-20 ans. Et moi, je pense qu'on garde toute sa vie le chanteur qui a accompagné vos 15-20 ans. On l'écoute plus forcément, mais on le garde. Et c'est pour beaucoup de générations, on a dragué, on a déclaré sa flamme, etc. avec Johnny probablement. C'est pas mon cas, mais c'est probablement... Et par ailleurs, des confidences personnelles. Et par ailleurs, je pense que c'est le rocker des gens qui ne parlent pas anglais. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a un clivage. L'apprentissage de l'anglais s'est développé à partir des années 60-70, et je pense que beaucoup de jeunes qui parlaient l'anglais ont écouté plutôt le rock de l'autre côté, côté de la Manche ou de l'autre côté de l'Atlantique. Ceux qui ne parlaient pas anglais, à mon sens... Et c'est un phénomène très français de Johnny Hallyday, c'est-à-dire que c'est aussi une traduction à la base du rock américain, de cette culture américaine vue de France, vue par un Français. Et c'est pour ça que, par exemple, même les Québécois trouvent ça assez surprenant de voir un Johnny Hallyday. C'est parce qu'eux parlent anglais. Voilà, exactement. mais d'un autre côté, ça montre aussi ce côté intergénérationnel, cet amour de l'Amérique, mais une Amérique fantasmée, aussi le souvenir de cette 30 glorieuses. Tout ça est lié aussi à ce phénomène Johnny Hallyday. Alors, l'Amérique, les 30 glorieuses, la période Hallyday, tout ça, c'est un peu peut-être aussi la classe dirigeante encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une utilisation médiatique et politique de Johnny Hallyday? Oh, tout à fait. Qui expliquerait pourquoi il y a eu cet emballement médiatique cette semaine. Oui, c'est-à-dire que il est décédé à un moment où la France a besoin, pour des raisons de crise identitaire, etc., de se ressouder, d'avoir, si vous voulez, la cohésion sociale, quelqu'un qui, il brille, Johnny Hallyday brille par sa longévité. Donc, effectivement, c'est un personnage qui a su jouer ce rôle, et d'où aussi la médiatisation, etc., mais
aussi ce qui m'a beaucoup étonnée, parce que moi, il faut dire que je suis d'origine iranienne, que j'ai grandi en Iran, que moi j'étais anglophone avant de venir en France, et pourtant les poètes, les chanteurs que j'écoutais sans connaître un mot de français, c'était pas du tout Johnny Hallyday, parce que c'est Jacques Prévert qui comptait pour moi, c'est-à-dire la parole que je faisais traduire, etc. Et donc après c'est Brel, et moi maintenant j'écoute, si vous voulez, Bachung, hein, j'ai jamais écouté Johnny Hallyday, et ma belle famille française, ex-belle famille française, n'écoutait pas non plus Johnny. Donc ce qui fait que mon fils, qui est français, n'apprécie pas non plus, n'écoute pas Johnny forcément, mais tout le monde connaît des chansons. Tout le monde connaît. Et d'ailleurs, j'étais en Algérie. Je tiens à dire, j'étais en Algérie donc quand Johnny est décédé, et donc le lendemain, c'était sur la première page de l'ensemble des journaux francophones algériens. Il y avait d'un côté Macron, le président Macron, parce qu'il y était, et de l'autre Johnny Hallyday. Mais en même temps, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que le président Macron l'a considéré comme un héros national. Alors justement, ça c'est, je pense que Johnny Hallyday, héros national, héros français, ça dit quoi de la France, Pascal? Peut-être un malaise. On a besoin de célébrer, comme vous l'avez dit, un moment où on se cherche, où on a des questionnements. En effet, au moindre personnage célèbre décédé, il y a aussi Jean d'Ormesson qui est mort cette semaine. On a besoin de communier, de faire un hommage national, un hommage populaire. Je me dis que, alors, en effet, tous ceux qui sont un peu connus vont avoir droit, parce qu'il va falloir... Mais quand même, tous ceux qui meurent ne sont pas qualifiés de héros national. Pourquoi lui, et qu'est-ce que ça dit de la France, et quelle France? Parce que je pense qu'il était fédérateur. Johnny, c'est quelqu'un que tout le monde trouvait sympa. Même sa marionnette des Guignols était sympa. On la brocardait, mais c'était sympa. C'est le brave type. Quelqu'un disait, ça aurait pu être un copain. Je pense que pour beaucoup de gens, effectivement, ça aurait pu être un copain. Mais quand on regarde les images, par exemple, des funérailles, on voit que c'est une France quand même plutôt homogène. Et plutôt blanc, enfin on l'a vu, oui, c'est la France blanche, hein, il n'y a pas de... Représente peut-être pas toute la France? Non, bien entendu pas. Je pense que, et c'est, à mon sens, c'est plutôt une France pas très jeune, quand même, en moyenne. C'est ça. Oui, c'est vrai que c'est une France peut-être pas forcément homogène, mais je pense qu'il y a plusieurs générations. Oui. Il y a l'idée aussi de mobiliser le bon copain avec qui on irait prendre un verre après une journée. À l'époque, on avait Victor Hugo, aujourd'hui, on a Johnny Hallyday. Bon, l'époque est différente, ça montre certainement beaucoup de choses de notre époque. Ce qui est assez amusant, c'est... Excusez-moi, l'économie néolibérale, hein, ça montre ça pour moi, c'est-à-dire la néolibéralisation de l'économie et également de la politique, et le fait qu'on prend plus son temps. La France a produit quand même des grands penseurs, des grands poètes, des grands cinéastes, des grands acteurs et actrices. Pourquoi on vient célébrer à ce point Johnny? C'est ça que je comprends pas. Que pour moi, ça montre aussi, je m'excuse, mais le déclin culturel de la France. Yann. Ça montre aussi que la chanson, c'est la seule forme de poésie que beaucoup de gens oui, c'est fédérateur. Mais Brel chante aussi, enfin, c'est aussi la chanson. Moi, je pense que les gens aussi ont besoin, dans cette période... Il y a un autre Belge, hein. Alors, oui, tout à fait. Nicolas. Mais dans une période qui est économiquement difficile, avec des menaces, des incertitudes, le terrorisme, je pense que les gens aussi ont besoin de se raccrocher à ça. Maintenant, il y a dans l'édito de Libé un élément très intéressant. Le mouvement populaire est véritablement sincère. Le fait que Macron ait fait ce discours, ça c'est plus contestable parce qu'il y a certainement récupération politique. On va conclure avec cette une de Marianne, si vous voulez bien, l'hebdomadaire français Marianne. Les Immortels, pourquoi ils sont la France, avec donc Johnny Hallyday et Jean d'Ormesson. L'académicien, écrivain et philosophe français est décédé mardi à l'âge de 92 ans. En 2008, avec la malice qu'on lui connaît, voilà ce qu'il disait. Je propose de lui donner le mot de la fin à lui. Vous savez, c'est... D'abord, un écrivain doit faire attention à tout ce qu'il écrit. Il doit faire attention à tout ce qu'il dit. Et il doit faire attention à la façon dont il meurt. Ouais. Vous savez, c'est très mauvais pour un écrivain de mourir, par exemple, en même temps que Piaf. Oui, c'est ce qui est arrivé à Cocteau, non? Piaf a pris toute la lumière pour elle, et on n'a pas parlé beaucoup de Cocteau. Voilà, le mot de la fin pour Jean d'Ormesson. Je crois que c'est un hommage de kiosque à Jean d'Ormesson. On va passer maintenant à la semaine de dilemme. Alors, le décès de Johnny Hallyday n'a pas échappé à dilemme non plus. Les Palestiniens lui rendent hommage avec une de ses chansons emblématiques. « Allumer le feu », chante ce manifestant en brûlant le drapeau américain. Avec sa décision sur Jérusalem, Donald Trump a encore frappé la paix. Un birdie, c'est un terme de golf. Bird en anglais veut dire oiseau. Le président américain a assommé la colombe de la paix au Proche-Orient. Union européenne, Royaume-Uni, l'heure des comptes du Brexit. Alors on part sans payer. La première ministre britannique Theresa May, interpellée par un serveur qui lui présente une addition à 45 milliards d'euros.
En France, les élections territoriales en Corse, avec cette urne noire entourée du foulard blanc qui rappelle le drapeau de l'île. Les nationalistes sont les grands favoris du second tour, sans suspense, qui se déroule aujourd'hui dimanche, au moment où on se parle. Et enfin, le président français a effectué une visite éclair en Algérie, où il est resté quelques heures, un petit tour d'avion, et puis s'en va. Merci Dilem, merci à vous quatre, merci à vous qui nous regardez un peu partout, aux quatre coins du monde. Vous nous faites part de vos commentaires, de vos questions sur les réseaux sociaux, comme toujours. Et puis, passez une excellente semaine. Je vous dis à dimanche prochain.